Dans une chambre silencieuse de l'hôpital de Faro, Robert Sullivan serre encore la main de Bonnie Tyler. 53 années de vie commune semblent tenir dans ce dernier geste, loin des scènes, des projecteurs et des millions de voix qui ont chanté avec elle. Mais derrière cette nuit du 8 juillet 2026 se cache une histoire plus vaste, celle d'une femme partie du pays de Galles, devenue une voix impossible à oublier, puis une épouse, une combattante et une légende. Voici le récit de son ultime voyage. Dans la lumière froide de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Faro, le temps semblait s'être arrêté. Robert Sullivan était assis près du lit, sans chercher à parler. Devant lui reposait la femme avec laquelle il avait partagé 53 années, celle que le monde connaissait pour sa voix, mais qu'il appelait simplement Bonnie. Selon les confidences de la famille, Robert quittait rarement la chambre. Il observait les écrans, écoutait les médecins et attendait le moindre mouvement. Pour le public, Bonnie Tyler restait l'artiste capable d'embraser une salle. Pour lui, elle était une épouse épuisée, engagée dans un combat que ni la célébrité ni l'amour ne pouvaient adoucir. Tout avait commencé en mai 2026, lorsqu'elle avait été admise en urgence au Portugal pour une opération de l'intestin. Avant cette hospitalisation, elle parlait encore de concerts et de projets pour la fin de l'année. Elle ne se voyait pas prête à abandonner la scène. Pourtant, en quelques heures, les voyages avaient laissé place au couloir d'un hôpital. Après l'intervention, les médecins avaient choisi de la placer dans un coma artificiel afin de soutenir son organisme. Pour ses proches, commença alors une attente éprouvante, faite de journées semblables, de nouvelles prudentes et d'espoirs fragiles. Robert restait près d'elle, convaincu que sa présence pouvait lui indiquer le chemin du retour. Un mois plus tard, Bonnie ouvrit enfin les yeux. Elle semblait reconnaître les visages et comprendre qu'elle n'était pas seule. Ce réveil fut accueilli comme une victoire. Robert et la famille osèrent croire qu'elle pourrait reprendre des forces, puis retrouver sa maison et sa vie d'avant. Mais l'amélioration demeurait trompeuse. Son corps restait affaibli et les médecins continuaient de la surveiller en soins intensifs. Chaque progrès était suivi d'une inquiétude nouvelle. Dans la nuit du 8 juillet, son état se dégrada brutalement. Les complications prirent le dessus, puis survint un arrêt cardiaque dont elle ne put être réanimée. Dans ces dernières minutes, Robert était toujours là. Il tenait la main de celle qui avait traversé avec lui les difficultés, la gloire, les tournées et les blessures. Selon les proches, Bonnie s'est éteinte paisiblement, sans souffrance violente au moment de partir. Cette consolation était mince, mais son mari savait qu'elle n'avait pas affronté seule l'ultime passage. À l'extérieur, des millions d'admirateurs perdaient une légende. Ici, un homme perdait davantage. Sa compagne, sa confidente, et la seule personne capable de raconter avec lui toute leur histoire. Pour comprendre pourquoi Robert n'a jamais lâché sa main, il faut revenir au temps où Bonnie Tyler n'était encore qu'une jeune chanteuse galloise. Bien avant que le nom de Bonnie Tyler ne traverse les frontières, Robert Sullivan connaissait déjà la jeune femme derrière la future légende. Il l'avait rencontrée avant des grandes scènes, avant que sa voix rauque ne devienne reconnaissable entre toutes. À cette époque, elle chantait encore dans de petites salles, sans savoir jusqu'où la musique la conduirait. Robert n'est jamais devenu une figure publique comparable à son épouse. Il n'en avait ni le besoin, ni l'ambition. Sa place se trouvait ailleurs, dans les coulisses, les départs à l'aube, les retours tardifs et les moments de doute que le public ne voyait jamais. Il accompagna Bonnie quand les contrats tardaient, puis lorsque le succès bouleversa leur quotidien. Leur mariage, qui aura duré 53 ans, n'a pas été construit uniquement sur les triomphes. Il a aussi résisté aux longues séparations, aux tournées épuisantes et à la solitude qui peut naître au cœur de la célébrité. Robert devait partager sa femme avec des millions d'admirateurs, tout en préservant l'espace où elle pouvait redevenir elle-même. Après chaque concert, lorsque les lumières s'éteignaient, il retrouvait une femme parfois fatiguée ou inquiète. Il connaissait les fragilités cachées derrière l'énergie spectaculaire de l'artiste. Voilà pourquoi, dans la chambre de Faro, il n'avait pas besoin de longs discours. Toute une vie commune existait déjà dans leur silence. L'épreuve la plus douloureuse survint en 1990.
Bonnie, alors âgée de 39 ans, fit une fausse couche. Ce drame brisa un espoir porté ensemble et laissa une blessure dont ils parlaient rarement. La réussite ne pouvait rien réparer. Les disques vendus et les applaudissements semblaient dérisoires face à l'enfant qu'ils ne connaîtraient jamais. Après cette perte, Bonnie et Robert décidèrent de ne plus poursuivre leur désir de devenir parents. Ils apprirent à construire autrement leur idée de la famille. Leur affection se reporta sur les neveux, les nièces et les proches qu'ils accueillaient avec générosité. Pour eux, une famille ne dépendait pas seulement du sang, mais de la fidélité et de la présence. Cette décision n'effaça pas le manque. Elle leur apprit à vivre avec lui, sans laisser la douleur détruire ce qu'ils possédaient déjà. Leur maison devint un refuge, un lieu où la célébrité restait à la porte et où leur histoire continuait loin des regards. La mort de Bonnie ne laisse donc pas seulement Robert veuf. Elle le prive de la seule personne ayant partagé presque toute sa vie adulte, de celle qui se souvenait des débuts, des premières victoires et de leurs blessures secrètes. Pour comprendre la femme qu'il a perdue, il faut revenir à Stewart, au pays de Galles, là où son histoire avait commencé. Avant les tournées internationales, les studios et les salles combles, il y avait Stewart, une petite ville du pays de Galles, où Bonnie Tyler apprit très tôt à écouter les voix autour d'elle. Elle grandit dans une famille nombreuse, dans une région où la musique accompagnait les réunions, les célébrations et la vie quotidienne. Rien ne permettait encore d'imaginer que cette jeune Galloise deviendrait l'une des voix les plus reconnaissables de la musique populaire. Elle avait seulement une détermination profonde, un goût instinctif pour la scène et la conviction que chanter pouvait lui ouvrir une autre existence. Ses premiers pas se firent loin des projecteurs. Bonnie se produisit dans de petits clubs, devant des publics parfois distraits, bruyants ou difficiles à convaincre. Ses débuts lui apprirent à retenir l'attention, à maîtriser sa peur et à poursuivre une chanson même lorsque personne ne semblait réellement écouter. Dans ces salles modestes, elle découvrit aussi la dureté du métier. Le talent ne suffisait pas. Il fallait accepter les refus, les trajets interminables, les cachets modestes et les lendemains sans certitude. Chaque représentation devenait un examen silencieux, chaque réaction du public une leçon. Robert Sullivan connut cette période où Bonnie n'était encore qu'une chanteuse en devenir. Il vit les doutes derrière son sourire et les fatigues dissimulées sous son énergie. Bien avant la célébrité, il comprit que son ambition ne reposait pas seulement sur le désir d'être admiré, mais sur un besoin presque vital de chanter. Le pays de Galles resta profondément inscrit dans sa manière d'être. Même lorsqu'elle voyagea dans le monde entier, Bonnie conserva une franchise, une chaleur et une simplicité qui la distinguaient. Elle pouvait monter sur une scène immense, puis redevenir naturellement la femme attachée à sa famille et à ses racines. C'est sans doute cette origine qui donna à ses interprétations leur vérité particulière. Bonnie ne chantait pas comme quelqu'un observant la douleur de loin. Sa voix semblait porter les attentes, les déceptions et les espoirs de celles et ceux qui travaillaient, aimaient et perdaient sans jamais être sous les projecteurs. Pendant des années, elle avança ainsi, lentement, sans garantie de réussite. Le public découvrait une présence forte, mais l'industrie musicale cherchait encore comment utiliser cette voix. Puis survint un bouleversement inattendu. Ce qui aurait pu détruire sa carrière transforma définitivement son identité artistique. Bonnie allait comprendre qu'un défaut apparent pouvait devenir une signature. La jeune fille de Skewen n'avait pas encore conquis le monde, mais sa véritable voix était sur le point de naître. Au moment où Bonnie Tyler commençait à croire que sa carrière pouvait prendre son envol, un problème aux cordes vocales bouleversa ses certitudes. Pour une chanteuse, la voix n'est pas seulement un outil, elle est le lien entre l'intime et le public. La perdre, même partiellement, revenait à voir disparaître l'avenir construit avec tant de patience. Après une intervention médicale, son timbre changea profondément. Il devint plus rauque, plus rugueux, presque cassé. Au lieu de retrouver la clarté qu'elle connaissait auparavant, Bonnie découvrit une voix nouvelle, imprévisible, marquée par une fragilité permanente. Pendant un temps, cette transformation lui sembla être une condamnation. Dans l'industrie musicale, où les voix féminines étaient souvent attendues lisses et maîtrisées, la sienne paraissait étrange. Certains pouvaient y voir une faiblesse, d'autres, une limite difficile à commercialiser.
Bonnie dut apprendre à ne plus lutter contre ce son différent. Elle comprit peu à peu que ce qui l'éloignait des autres pouvait justement lui permettre d'exister. Son timbre ne cherchait plus la perfection. Il portait une fêlure, une tension, quelque chose de vécu avant même que les paroles ne commencent. Lorsqu'elle chantait la douleur, le public ne l'entendait pas seulement dans le texte, il la percevait dans chaque respiration. Sa voix donnait l'impression d'avoir traversé les nuits qu'elle racontait. Des titres comme Lost in France, puis surtout It's a Heartache, révélèrent la puissance de cette singularité. En quelques secondes, les auditeurs savaient qui chantait. Bonnie n'avait plus besoin d'être comparée à une autre interprète, car personne ne possédait cette combinaison de force, d'usure et de sincérité. Cette métamorphose transforma aussi son rapport à la scène. Chaque concert exigeait une vigilance constante, car toute sa carrière reposait sur un instrument fragile. Une fatigue, une infection ou un mauvais effort pouvaient devenir une menace. Derrière l'assurance affichée sous les projecteurs, il existait toujours la crainte silencieuse que cette voix particulière puisse un jour ne plus répondre. Robert Sullivan connaissait cette peur. Il voyait Bonnie protéger son souffle, se reposer avant une représentation et dissimuler ses inquiétudes pour ne pas décevoir le public. Il savait que son courage ne consistait pas à ignorer la fragilité, mais à monter sur scène malgré elle. Avec le temps, la blessure devint une signature, puis une force. Bonnie Tyler prouva qu'un défaut n'est pas toujours ce qui empêche un destin, il peut aussi être ce qui le rend impossible à copier. Il ne lui manquait plus qu'une chanson assez vaste pour accueillir cette voix, et cette chanson allait bientôt changer sa vie. Lorsque Bonnie Tyler rencontra Jim Steinman, sa voix trouva enfin une œuvre à sa mesure. Total Eclipse of the Heart n'était pas une simple ballade amoureuse. La chanson avançait comme une tempête, avec ses ruptures, ses élans théâtraux et un désespoir grandissant jusqu'à devenir presque impossible à contenir. Bonnie y apporta ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Son timbre rauque transformait chaque phrase en confession. Elle ne semblait pas interpréter une histoire écrite pour elle, mais revivre une séparation, une attente et une blessure déjà ancienne. Dès les premières notes, le public comprit que quelque chose de rare venait de naître. Le succès dépassa rapidement les frontières britanniques. La chanson grimpa dans les classements, envahit les radios et fit de Bonnie une vedette mondiale. Pour la jeune femme partie de Skewen, entendre sa voix résonner dans des pays lointains ressemblait à un rêve. Pourtant, ce triomphe apporta aussi une pression nouvelle. Lorsqu'un artiste connaît un succès aussi immense, chaque chanson suivante affronte la comparaison. Total Eclipse of the Heart devint un sommet, mais aussi une ombre. Bonnie devait prouver qu'elle n'était pas seulement la voix d'un seul titre. Elle refusa de se laisser enfermer dans ce souvenir et continua à enregistrer, voyager et chercher d'autres façons de surprendre. Holding Out for a Hero confirma sa capacité à porter des morceaux spectaculaires, tandis que It's a Heartache restait associé à son identité. Des années plus tard, le duo Si demain Turn Around lui permit de conquérir à nouveau le public francophone. À chaque retour, elle démontrait que sa carrière reposait moins sur la nostalgie que sur une rare endurance. Dans l'ombre, Robert Sullivan observait cette transformation. Il avait connu Bonnie avant les hôtels, les interviews et les salles pleines. Quand le monde entier voulait une part d'elle, il protégeait l'espace où elle pouvait redevenir une femme fatiguée, inquiète ou heureuse. Leur maison était le lieu où la légende cessait d'exister quelques heures. Cette stabilité fut essentielle. La gloire peut isoler, modifier les relations et faire douter des intentions. Robert, lui, n'avait pas découvert Bonnie après le succès. Il connaissait les sacrifices, les refus encaissés et les peurs cachées derrière son énergie. Au fil des décennies, Total Eclipse of the Heart traversa les générations, les films, les émissions et les souvenirs privés. Des couples l'écoutaient, de jeunes artistes la reprenaient, des foules chantaient son refrain. Bonnie aurait pu vivre de ce passé glorieux, mais elle préféra continuer à monter sur scène, comme si s'arrêter revenait à abandonner une partie d'elle-même. Même lorsque les années commencèrent à peser sur son corps, Bonnie Tyler continua de considérer la scène comme une seconde maison. Elle n'y montait pas seulement pour chanter ses anciens succès.
Elle y retrouvait cette énergie née du regard du public qui lui donnait le sentiment d'être encore pleinement vivante. Avec le temps, sa manière de se produire changea. Les gestes devinrent plus mesurés, les déplacements moins rapides, mais l'émotion resta intacte. Bonnie ne cherchait pas à imiter la jeune femme des années 80. Elle assumait son âge, ses rides et sa voix plus marquée, transformant cette évolution en une nouvelle vérité. Les plus anciens retrouvaient une part de leur jeunesse, tandis que les plus jeunes découvraient une artiste dont les chansons avaient traversé les décennies. Chaque concert réunissait ainsi des souvenirs différents autour d'une même voix. En 2013, lorsqu'elle représenta le Royaume-Uni à l'Eurovision, certains s'interrogèrent sur cette décision. Bonnie y vit une aventure. Elle n'avait plus rien à prouver, mais refusait de vivre enfermée dans le passé. Affronter encore le jugement montrait qu'elle préférait le risque à l'immobilité. Jusqu'aux dernières années, elle continua d'enregistrer, d'accorder des interviews et de préparer des tournées. Pour elle, ralentir ne signifiait pas disparaître. La musique restait le fil reliant la jeune fille de Skewen à l'icône mondiale. Avant que sa santé ne se dégrade, plusieurs spectacles étaient encore envisagés pour 2026, notamment une apparition à Cardiff à la fin de l'année. Ce retour au Pays de Galles aurait eu une valeur particulière. Elle devait y retrouver un public qui la considérait comme l'une des leurs. L'hospitalisation de mai bouleversa ses projets. Annuler une date pouvait sembler être une simple décision médicale, mais pour elle, c'était renoncer à une part essentielle de son identité. Les médecins parlaient de repos, tandis que son esprit restait tourné vers les répétitions, les voyages et les visages qui l'attendaient. Robert comprenait mieux que quiconque cette difficulté. Il savait que Bonnie redoutait moins la fatigue que l'idée de ne plus pouvoir chanter. Derrière chaque projet, il voyait sa volonté de rester présente et liée à ceux qui l'avaient accompagnée. Après sa mort, les dernières vidéos de concert furent partagées avec une émotion nouvelle. Un sourire, un geste de la main ou une note tenue plus longtemps devinrent des adieux que personne n'avait reconnus sur le moment. La scène lui avait donné une vie immense, mais son dernier message ne devait pas être chanté. Il concernait la manière dont elle souhaitait quitter ce monde. Bonnie Tyler avait passé sa vie sous les projecteurs, mais elle ne voulait pas que ses adieux deviennent un spectacle. Selon les volontés transmises par sa famille, elle souhaitait une cérémonie simple, digne, sans démonstration excessive. Après tant d'années entourée de lumière, elle désirait partir dans la discrétion. Elle avait également demandé que le public n'envoie pas de fleurs. À la place, ceux qui souhaitaient lui rendre hommage pouvaient soutenir Noah's Ark Children's Hospital for Wales et Cerebral Palsy Camry. Ce choix résumait une part essentielle de sa personnalité. Les bouquets disparaissent en quelques jours, l'aide offerte à un enfant ou à une famille peut durer bien plus longtemps. Robert Sullivan devait désormais accomplir la dernière promesse. Avec les proches, il préparait le retour de Bonnie depuis le Portugal jusqu'au Pays de Galles. Pendant 53 ans, ils avaient pris ensemble des avions, traversé des frontières et retrouvé leur maison après les tournées. Cette fois, le voyage serait silencieux et Robert rentrerait sans entendre la voix familière qui avait rempli sa vie. Selon les informations communiquées par la famille, le cercueil devait être ramené à Fernhill, leur demeure de Mumbles, le 15 août. Cette maison n'était pas seulement une propriété, elle représentait le refuge où Bonnie cessait d'être une vedette internationale, où les souvenirs de carrière se mêlaient aux repas tranquilles, aux conversations ordinaires et aux longues années de complicité. Son retour vers le Pays de Galles refermait un cercle commencé à Skewen. Elle était partie comme une jeune femme inconnue, avec une ambition immense et une voix encore fragile. Elle revenait comme une artiste dont le timbre avait traversé les générations, les langues et les frontières. Pour les Gallois, elle n'était pas seulement l'interprète de chansons célèbres, mais l'une des leurs. Lorsque les hommages publics se seront achevés, Robert devra affronter une douleur plus discrète. Elle vivra dans une chaise vide, une porte que personne n'ouvrira, une mélodie entendue par hasard ou un vêtement resté à sa place. Le deuil ne se résume pas à une cérémonie. Il commence souvent lorsque les autres repartent et que la maison redevient silencieuse. Bonnie Tyler laisse derrière elle des millions de disques, des refrains devenus éternels et une voix reconnaissable dès les premières secondes. Mais son héritage tient aussi à une blessure transformée en force, un amour fidèle pendant plus d'un demi-siècle et une dernière volonté tournée vers les autres.
Elle est revenue sur sa terre natale. Pourtant, partout où Total Eclipse of the Heart résonnera encore, une part d'elle continuera de voyager. Dans le silence laissé par Bonnie Tyler, Robert Sullivan garde désormais les souvenirs de 53 années partagées. Le monde pleure une voix légendaire, lui pleure la femme qui connaissait ses joies, ses blessures et ses silences. Bonnie n'a jamais été aimée pour une perfection sans faille, mais pour cette fêlure devenue force. Revenue au pays de Galles, elle laisse derrière elle des chansons, une histoire d'amour et une émotion que le temps ne pourra jamais effacer.